Bonjour, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est un sujet de pas baccalauréat, puisqu'en fait ça n'est pas un sujet de baccalauréat, puisque les sujets de baccalauréat avec les fonctions trigonométriques, eh bien ils se font assez rares. Voilà, il y a le fameux avec le logo là, qui ressemble à une petite vague, il y a celui-là, il y en a quelques-uns d'autres, mais finalement il n'y en a pas tant que ça. Du coup, il y a un moment, on est obligé de faire les nôtres, et donc celui-là, c'est un que je vous propose, qui mélange du coup de la fonction sinus, il y a un petit peu d'intégrale, et le premier exercice, par contre, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retrouver dans un QCM, notamment, c'est ce que vous pouvez trouver dans les sujets zéro actuellement. On y va. Alors, premier exercice, résoudre dans moins pi jusqu'à pi l'équation et l'inéquation suivante, sinus de x égale moins 1,5 pour commencer. Alors, pour résoudre ce genre d'équation, eh bien, en fait, on cherche des valeurs possibles d'angle, donc exprimées en radians, telles que le sinus est égal à moins 1,5. Alors pour ça, on a besoin de notre petite sœur trigonométrique dont vous avez appris à vous servir en première. On sait que quand on connaît un angle x, en fait, on commence par le repérer sur le cercle, et en fonction ensuite de là où l'angle x est représenté sur le cercle, donc le point sur le cercle qui est associé à l'angle x, eh bien on regarde son ordonnée pour avoir le sinus et son abscisse pour avoir le cosinus. Donc ici on cherche, déjà, premier point, on va chercher les points du cercle dont l'ordonnée vaut moins 1,5. Donc on se place en moins 1,5 ici. Voilà, donc c'est le sinus, hein, c'est pour ça que je me suis mis sur l'axe des ordonnées, et je me suis placé voilà, entre moins 1 et 0, donc en moins 1,5 ici. Ça me fait correspondre ici deux points du cercle, ici et là. Ces deux points du cercle correspondent à tout un tas d'angles. Voilà. Et donc le but, ça va être de trouver les angles qui se situent dans l'intervalle moins pi jusqu'à pi, et qui seraient représentés par ces points-là, qui seraient associés à ces points-là. Alors, dans l'intervalle moins pi jusqu'à pi, en fait, ça veut dire que l'angle 0, hein, il est représenté ici sur le cercle trigo, donc il est en ce point-là. Et donc, si on veut sur l'intervalle moins pi jusqu'à pi, ça veut dire qu'on veut de 0 à moins pi dans le sens indirect, et sur 0 pi dans le sens direct. Alors, on peut déjà voir que sur 0 pi, eh bien, il n'y a pas les points qu'on cherchait, donc il n'y aura pas de solution. Donc déjà, sur l'intervalle moins pi jusqu'à pi, eh bien en fait, on va chercher les solutions uniquement sur moins pi 0, parce que sur 0 pi, on vient de voir que d'après le cercle, il n'y a pas de solution. Donc maintenant, sur moins pi 0. Alors on peut parcourir comme ça. Si on part dans ce sens-là, on va trouver d'abord un premier point. Alors, quand le sinus est associé à 1,5 ou moins 1,5, c'est qu'on est sur des découpages en pi sur 6. Donc ça, c'est ce que vous devez savoir depuis la première, je ne reviens pas là-dessus. Donc l'angle qui est représenté ici, c'est moins pi sur 6. Et ensuite, il y a un deuxième angle qui va nous intéresser, puisque quand on est ici, en fait, on est du coup en moins 5 pi sur 6. Alors comment on sait, hein? En fait, si on regarde par symétrie, en fait, c'est moins pi à qui il faut rajouter pi sur 6. Donc moins 5 pi sur 6. Donc l'angle qui est là a pour mesure moins 5 pi sur 6. Voilà. Alors c'est les deux seuls, hein, parce qu'après, si jamais on continue à faire des tours, on va passer en dessous de moins pi, et ça on ne veut pas. Donc finalement, sinus de x est égal à moins 1,5 si et seulement si x appartient à l'ensemble moins pi sur 6, moins 5 pi sur 6. Alors, quand vous notez un ensemble comme ça avec des accolades, ça veut dire qu'il n'y a que ces deux valeurs qui sont là. Hein. Ce n'est pas comme quand on note un intervalle où toutes les valeurs entre sont à l'intérieur de l'ensemble. Nous, ici, c'est vraiment que ces deux valeurs. Alors, quand vous notez avec des accolades comme ça, vous n'êtes pas obligé de noter la valeur la plus petite en premier. Ce n'est pas obligatoire. Contrairement à un intervalle, hein, où c'est toujours du plus petit au plus grand, ici, ce n'est pas obligatoire. Donc, moins 5 pi sur 6, qui est un nombre plus petit que moins pi sur 6, peut très bien être situé ici. Voilà pour cette première question. On passe au petit b. Le petit b, c'était une inéquation, et donc c'est déterminer les x tels que 2 cosinus x soit supérieur ou égal à 1. Alors, pour cette inéquation, déjà, première chose à faire, hein, c'est d'isoler toujours soit le cosinus, soit le sinus, en fonction de ce que vous avez. Donc ici, c'est un cosinus. Donc on va isoler le cosinus, et donc on se rend compte qu'on a cos de x
qui est supérieur ou égal à 1 demi. J'ai divisé par un nombre positif, donc je ne change pas le sens. Voilà. Et donc je cherche les valeurs des angles que je peux mettre à la place de x, dont le cosinus est supérieur à 1 demi, et bien sûr qui sont sur l'intervalle moins pi jusqu'à pi. Toujours pareil, je m'aide de mon cercle trigonométrique, et quand vous avez une inéquation, vous commencez par faire comme si c'était une équation. C'est-à-dire, vous demandez où sont les points du cercle qui seraient associés à un cosinus égal à 1 demi. Et alors ça, toujours pareil, si vous connaissez bien votre cours de première, vous savez que c'est quand on découpe pi en 3. Si jamais vous ne vous souvenez pas de ça, je vous encourage à aller voir la vidéo qui explique comment couper des pizzas. Voilà, vous regardez ça et vous reverrez toutes ces petites valeurs importantes. Donc ici, on est en 1 demi. Il y a donc 2 points du cercle trigo qui vont nous permettre d'accéder à un cosinus égal à 1 demi. Et donc ici, on a appris par cœur, là, on a pi sur 3. Et ici, si on y va pour être entre moins pi et 0, ici, on va avoir moins pi sur 3. Alors voilà, alors là, c'est la version facile de cet exercice. C'est que là, on a bien les valeurs entre moins pi et pi. Voilà, donc c'est bien ces valeurs-là. Moins pi sur 3, il n'y a pas de gymnastique à avoir dans notre tête. C'est vraiment ces valeurs-là qui vont être considérées. Alors moi, je cherche les angles dont le cosinus est supérieur à 1 demi. Alors, tous les points du cercle qui se situent ici ont une abscisse plus grande qu'un demi. Vous voyez, le point qui est là, par exemple, son abscisse, elle est plus grande qu'un demi. Le point qui est là, son abscisse est plus grande qu'un demi. Le point qui est là, pareil. Donc en fait, tous les points qui sont repassés en rouge, eh bien, leur abscisse est plus grande qu'un demi. Ça veut dire qu'ils représentent des angles dont le cosinus est supérieur ou égal à 1 demi. Donc finalement, il faut que je cite les angles, compris entre moins pi et pi, qui seraient représentés par ces points rouges. Et donc, eh bien, il faut que mon angle entre moins pi et pi, eh bien, il soit entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Donc finalement, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des x qui sont compris entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Et là, vous voyez, il y a bien la notation d'intervalle, puisque tous les angles compris entre ces deux mesures, eh bien, seront bien solutions sur cet intervalle. Alors, on passe à cet exercice 2. Dans l'exercice 2, on prend une fonction f qui est définie sur l'intervalle moins 2pi, 2pi, par l'expression qui est ici. On vous dit la fonction f dans la courbe CF est représentée sur le graphique ci-dessous, donc c'est la courbe rouge ici, modélise la coupe de la coque d'un navire. Une unité graphique équivaut à 1 mètre dans la réalité. Alors attention, ce qu'on appelle une unité graphique, ça c'est une erreur qui est revenue souvent en corrigeant les copies, eh bien c'est qu'il y en a qui pensent que du coup c'est un carreau, une unité graphique. Dans une unité graphique, c'est 1 sur le graphique. Donc vous voyez ici par exemple, l'unité en abscisse et en ordonnée n'est pas du tout la même, puisque là, un carreau correspond à pi sur 2, donc 3,14 divisé par 2 à peu près, et donc à 3,14 unités divisé par 2. Et ici, vous avez de 0 à 5, donc ça veut dire que l'unité, en fait, c'est un mini carreau, là. Voilà. Donc faites attention à ce genre de choses. Bref, on me demande, question 1A, calculer la largeur du navire. On donnera une valeur exacte, puis une valeur approchée, arrondie au centimètre. Alors, pour cette question, on nous parle de la largeur du navire. Donc ici, c'est indiqué, la largeur du navire, ça va de ce côté à celui-là. Alors, où est-ce que la courbe s'arrête? Eh bien, comme la fonction f est définie sur moins 2pi, 2pi, eh bien, en fait, la largeur du navire, ça va être la distance ici, qu'on peut reporter sur l'axe des abscisses, de moins 2pi à 2pi. Donc, en fait, ça fait 2 fois 2pi. Il y a 2pi ici et 2pi ici. Donc, la largeur du navire, c'est 2 fois 2pi, alors c'est-à-dire 4pi mètres, puisque c'est en mètres, soit environ, on me demandait d'arrondir au centimètre. Donc, je tape sur ma calculatrice 4pi, j'obtiens 12,56, 6, 3, 7, etc. Moi, on me demandait d'arrondir au centimètre. Alors, la virgule ici m'indique les mètres. Pour avoir des centimètres, je me décale. Si je décale une fois, j'ai des décimètres.
si j'égale une deuxième fois, si je décale une deuxième fois, j'obtiens des centimètres. Donc en fait, c'est le 6 ici. Est-ce que ça reste un 6 ou est-ce que ça passe un 7? Je vois un 6 derrière, donc ça va devenir un 7. Donc ça fait 12,57 mètres. Voilà. J'ai donc bien arrondi au centimètre. Si je veux le donner en centimètres, du coup, ça fait 1257 centimètres. Question suivante, question 1b. Calculer la hauteur de la coque du navire. On donnera une valeur exacte, puis une valeur approchée, arrondie au centimètre. Donc la hauteur de la coque du navire, on me la montre ici. Alors attention, beaucoup d'élèves qui ont dit 20. Non, si on regarde bien, on est un petit peu en dessous. Et pour savoir où on est exactement, eh bien, il faut calculer l'image de 2π pour savoir où se trouve, quelle est l'ordonnée du point de la courbe qui a pour abscisse 2π. Donc, eh bien, on va calculer l'image de 2π. Donc, on reprend la fonction f et on remplace les x par 2π. Donc, la fonction f, c'était 1/2 de x sinus x. Donc, là, ça va faire 1/2 de 2π fois sinus de 2π. Et après, dans la fonction f, on a plus x au carré. Donc, nous, ça va être plus 2π au carré. Ce qui donne 1/2 de 2π. Alors, sinus de 2π, cercle trigo. 2π, il est représenté par le point qui est là sur le cercle. Le sinus, c'est l'ordonnée de ce point qui vaut 0. Donc ici, on va avoir fois 0 plus 2π au carré. Donc 2 au carré fois π au carré. Donc 4π carré. Donc finalement, on a 1/2. Donc ça donne 0. Donc ça fait 1/2 fois 4π au carré. Je peux simplifier le 4 avec le 2. Ça fait donc 2 fois π au carré. Donc la hauteur est donc de 2π carré mètres, soit environ, pareil si je veux en dire au centimètre. Donc je cherche une valeur approchée sur ma calculatrice. Je trouve 19,73 suivi d'un 9. Je vais donc arrondir à 74 mètres. Voilà, c'est-à-dire 1974 centimètres. Alors, question 2. Étudier la parité de la fonction f sur moins 2π, 2π. Alors, étudier la parité d'une fonction, c'est étudier un petit peu une propriété de la fonction. On s'intéresse à l'image d'un x et à l'image de son opposé. Voilà. Et donc, on s'interroge à savoir, est-ce que x et moins x ont la même image, ce qui se traduira sur la courbe, du coup, par une symétrie axiale, l'axe des ordonnées. Donc là, les deux ici, on aurait f de moins x qui serait exactement la même chose que f de x. Ou est-ce que x et moins x ont des images qui sont opposées? C'est-à-dire que si vous avez f de x à ce niveau de l'axe des ordonnées, eh bien vous aurez f de moins x qui sera là et qui sera égal à l'opposé de f de x. Et donc ça se traduira graphiquement par une symétrie plutôt centrale, de centre, l'origine du repère. Voilà. Donc ça nous aide à avoir un petit peu des allures de courbe aussi. Donc l'idée pour prouver la parité d'une fonction, c'est d'essayer de calculer f de moins x et de voir si on retrouve f de x ou si on retrouve moins f de x. Voilà. On peut aussi ne retrouver aucun des deux. Dans ce cas-là, la fonction ne sera ni paire ni impaire. Ici, dans ce cas-là, elle est paire. Et dans ce cas-là, ici, elle est impaire. Voilà. Donc, je vais calculer f de moins x et puis je vais bien voir sur quoi je tombe. Voilà. Ce qui est nécessaire de préciser quand même, c'est qu'il faut à chaque fois que x et moins x soient dans l'ensemble de définition. Donc, ça nécessite d'avoir un ensemble de définition qui soit symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous avez des valeurs possibles dans cet intervalle-là, il faut que toutes les valeurs d'en face, le symétrique, soient aussi dans l'ensemble de définition pour pouvoir prendre les images. Voilà. Donc ça nécessite de vérifier que l'ensemble de définition est dit symétrique par rapport à 0 ou centré en 0. Voilà, on dit un petit peu, on peut dire les deux. Donc première chose à remarquer, moins 2π, 2π est centré en 0. Alors je vous rassure, si vous ne mettez pas ça le jour du bac, généralement c'est pas pénalisant.
C'est-à-dire que c'est surtout le deuxième argument, le fait que f de moins x soit égal à f de x ou à moins f de x qui est important. Ensuite, donc deuxième chose, on va choisir un x qui est dans cet intervalle. Et on va s'intéresser à calculer l'image de son opposé. L'image de son opposé. Alors pour la calculer, je reprends déjà l'expression de la fonction f. C'était 1 demi de x sinus x plus x au carré, puis je vais remplacer tous les x par des moins x. Ça donne donc 1 demi de, donc x devient moins x, fois le sinus de, x devient aussi moins x ici, plus x au carré, mais le x devient aussi moins x. Donc, on obtient ça. Alors, après, on va utiliser les propriétés de chaque fonction. La fonction carré, elle est paire. Donc, moins x au carré, ça donnera exactement le même résultat que x au carré. Donc déjà, vous voyez ici, je peux mettre plus x au carré. Ensuite, moins x, pour l'instant, c'est moins x. Et ensuite, la fonction sinus. La fonction sinus, elle est impaire. Ça fait partie de votre cours. Ça veut dire que l'image de moins x, c'est l'opposé de l'image de x. Ça veut dire que sinus de moins x, je peux tout à fait dire que c'est l'opposé du sinus de x. Donc, c'est moins sinus de x. Ici, je vais devoir signaler au correcteur. Alors, autant pour la fonction carré, ne pas signaler qu'elle est paire, c'est pas bien grave. On peut considérer que c'est vraiment une propriété que vous connaissez depuis tout petit, que moins x et x sont même carré. Par contre, pour le sinus, il faut bien le préciser, car la fonction sinus est impaire. Voilà. Du coup, ça nous donne 1 demi de... Alors là, on a moins x fois moins sinus x. Donc, les moins se neutralisent. On obtient x fois sinus de x plus x au carré. Et là, on retombe exactement sur f de x. Donc, on vient de trouver que x et moins x ont la même image. Donc, f est une fonction paire. Voilà, alors vous pouvez préciser l'intervalle ou pas, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On peut passer à la question suivante. Alors, toutefois, ça veut dire que le fait qu'elle soit paire, ça veut dire que si vous connaissez la fonction sur, par exemple, 0 de pi, eh bien, vous la connaîtrez par symétrie sur moins de pi 0. On en reparlera dans une question qui va venir. Alors, question 3, on nous dit, soit g la fonction définie sur 0 de pi par g de x égale sinus x plus x. Montrez que la fonction g est croissante sur 0 de pi. Donc, on nous demande un sens de variation pour une fonction. A priori, je suis en droit de penser qu'il va falloir que je dérive la fonction et que je trouve le signe de la dérivée. Donc, j'ai l'expression de g. Je vais chercher à la dériver, car là, il n'y a rien d'évident sur le sens de variation. Donc, je vais la dériver. Alors, elle est dérivable parce que c'est la somme de deux fonctions qui sont dérivables. Et pour tout x appartenant à 0 de pi, du coup, je peux calculer la dérivée, l'expression de la dérivée. Donc, g' de x, ça va être dérivée du sinus. Dérivée du sinus, petit rappel mnémotechnique, qui n'a aucune valeur mathématique, attention. Ne dites pas, oui, c'est comme ça. Il n'y a pas de valeur mathématique. Donc, souvent, quand vous êtes élève, vous savez que sur l'axe des abscisses, on a les cosinus. Ici, on écrit cos de x. Ça n'a pas trop de sens, mais bon. Là, on a l'axe des cosinus sur lequel on lit les cosinus, puis c'est plutôt des valeurs négatives. Alors, ça ne vous choque pas d'écrire moins cos de x. Pareil, mathématiquement, ça n'a pas de sens. Ici, on lit plutôt les sinus, et puis on est du côté positif, donc on va mettre sinus de x, et là, on est plutôt du côté négatif pour les sinus, on va mettre moins sinus de x. Voilà. Je répète une dernière fois, après j'arrêterai de le répéter, ça n'a pas de sens mathématique, mais c'est pas mal pour retenir. Quand vous allez dériver les fonctions, quand vous allez dériver, c'est le temps qui passe un petit peu, quand on dérive, c'est un petit peu comme si on avançait de génération en génération. Le temps passe dans les aiguilles d'une montre, quand vous dérivez, vous allez aller dans ce sens-là. La dérivée du sinus, c'est le cosinus. La dérivée du cosinus, c'est moins le sinus. La dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. La dérivée de moins cosinus, c'est sinus. Et si jamais vous voulez primitiver, des choses dont on va avoir besoin tout à l'heure, eh bien on va remonter le temps. Donc,
Primitive de cos x, ce sera sinus x. Primitive de sinus x sera moins cos x. Primitive de moins cos x sera moins sinus x. Et primitive de moins sinus x sera cos x. Voilà. Bref, ici, j'ai besoin de dériver le sinus. Le sinus, quand je le dérive, ça me donne mon cosinus. Donc, je me retrouve avec cosinus de x plus dérivée de x qui vaut 1. Voilà, on a la dérivée qui est ici. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que cette dérivée est positive? Est-ce qu'elle est négative? Comment ça se passe? Alors tout de suite, quand on parle de signe, je me rappelle que le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Voilà. Donc là, j'ai un nombre compris entre moins 1 et 1. Donc la plus petite valeur qu'il puisse prendre, c'est moins 1. Et je rajoute 1. Donc ça veut dire que si j'ai un nombre qui est toujours plus grand que moins 1 et que je rajoute 1, ça va me donner un nombre toujours positif. Alors tout ça, on va l'écrire proprement. On va dire, or, pour tout x appartenant à 0 de pi, eh bien, cosinus de x est supérieur ou égal à moins 1, puisque cosinus est entre moins 1 et 1. Et du coup, si je rajoute 1 des deux côtés, ou si je transpose moins 1, vous voyez ça comme vous voulez, eh bien, ça veut dire que cosinus de x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que je viens de prouver que la dérivée de g était toujours supérieure ou égale à 0. Alors, je vais me passer de faire un tableau de signes pour la dérivée. Pourquoi? Parce que si jamais je fais le tableau de signes, il va falloir que je cherche exactement quand est-ce que ça vaut 0, etc. Alors moi, ce qu'on m'a demandé, c'est juste de montrer que la fonction est croissante. Donc si j'ai prouvé que la dérivée était positive, pas besoin de m'embêter plus que ça, pas besoin de tenter de faire un tableau de variation. Je peux simplement dire donc g est croissante sur 0 de pi. Après, si vous essayez de vraiment faire un tableau de signes pour avoir le signe de la dérivée, pas de problème. Par contre, une fois que vous avez prouvé qu'elle a été positive, il faut vous intéresser à quelles sont les valeurs pour lesquelles elle vaut 0. Et les valeurs pour lesquelles elle vaut 0, c'est les valeurs où cosinus de x est égal à moins 1. Alors sur 0 de pi, donc c'est un tour complet, le cosinus est égal à moins 1, et bien finalement ici. Donc simplement en pi. Donc ça veut dire que la dérivée, il faudra mettre un 0 en pi. Donc vous obtiendriez un tableau comme ça. 0 de pi, il faudrait rajouter pi et dire que la dérivée vaut 0 là et que par contre c'est des signes plus des deux côtés. Voilà. Donc c'est pas gênant, vous pourriez le faire, mais voilà, il y aurait une petite discussion supplémentaire. Là, je surfe sur le fait que l'énoncé m'a demandé simplement croissante et pas strictement croissante ou des choses comme ça. Question B. Alors, dans la question B, on me dit de calculer G0 et d'en déduire le signe de G sur 0 de pi. C'est parti. G de 0, c'est égal à, je remplace x par 0. Donc, ça fait sinus de 0 plus 0. Alors, sinus de 0 sur le cercle trigo, c'est cercle trigo, tac, tac. Je place le point qui représente l'angle 0, il est ici. Sinus, c'est l'ordonnée de ce point, donc l'ordonnée de ce point vaut 0. Ça fait 0 plus 0, ça fait 0. Voilà pour G de 0. Ensuite, en quoi je peux en déduire du coup le signe de G sur 0 de pi? Il se trouve que l'image de 0, c'est 0, et que j'ai prouvé juste avant que la fonction G, elle était croissante. Donc, à partir du moment où vous partez de la valeur 0, et que les images ne font qu'augmenter, eh bien, ça veut dire que les images ne peuvent pas être négatives. Elles sont donc tout le temps positives. Donc, premier argument, G de 0 vaut 0. Deuxième argument, G est croissante sur 0 de pi. Donc, pour tout x appartenant à 0 de pi, eh bien, on peut écrire que G de x est supérieur ou égal à G de 0, ça c'est par croissance, et que G de 0 est égal à 0. Et donc, G de x est supérieur ou égal à 0. On a donc bien prouvé que G est positif sur 0 de pi. Donc G est positive
sur 0 de pi. Voilà pour cette question petit b. Question suivante, petit c, en déduire le signe de f sur 0 de pi, puis en justifiant sur moins 2 pi de pi. Alors, on me dit en déduire le signe de f. Donc, en déduire, ça veut dire que ça provient de ce que j'ai fait avant. Or, avant, on me parlait non pas de f, mais d'une fonction g. La fonction g, son expression, c'était sinus x plus x. Donc, moi, je vais essayer de regarder un petit peu quelle était l'expression de f. Parce que du coup, il doit y avoir un lien puisqu'on me dit en déduire. L'expression de f, c'est donc 1 demi de x sinus x plus x au carré. Donc 1 demi de x fois sinus x plus x au carré. Donc je me dis là-dedans où est-ce que je pourrais retrouver éventuellement g qui est sinus x plus x. Alors quand j'observe, là, j'ai pas sinus x plus x, j'ai x sinus x plus x au carré. Donc, je me rends compte qu'en factorisant par x, je vais arriver à 1 demi fois x, facteur 2. Et bien là, il me reste sinus x. Et x au carré, si je factorise par x, il me reste x. Donc, finalement, je retrouve g ici. Donc, ça fait 1 demi de x fois g de x. Voilà, donc voilà le lien qu'on va pouvoir faire entre le signe de g et le signe de f. Alors g, on a prouvé qu'elle était positive. X, il est sur l'intervalle 0 de pi, il est donc positif. 1 demi est un nombre positif, donc finalement f de x va être positive sur 0 de pi. Donc pour tout x appartenant à 0 de pi, g de x est supérieur ou égal à 0 et x est positif. De plus, 1 demi est aussi un nombre strictement positif, donc ça veut dire que f de x, donc pour tout x appartenant à 0 de pi, f de x est supérieur ou égal à 0. Et donc ensuite, on nous demandait, en justifiant, de donner ensuite le signe sur moins 2 pi de pi, donc là en gros c'était que le début de la question. Donc, sur moins 2 pi de pi, eh bien, on va trouver ça par parité. Parce que je vous rappelle qu'on a trouvé que la fonction était paire. Donc, ça veut dire que sur la courbe, eh bien, ça veut dire qu'on a une symétrie. Vous avez la courbe qui fait un truc comme ça, là. Voilà, eh bien, il y a une symétrie. Donc, ça veut dire que si ici, la courbe était au-dessus de l'axe de l'abscisse, par symétrie, ici, la courbe sera au-dessus de l'axe de l'abscisse. Si on veut le faire sans considération graphique, comment on rédige ça? Donc, je vais le faire. Alors j'efface parce que j'ai besoin d'un petit peu de place. Donc pour tout x appartenant à 0 de pi, eh bien on sait que f de x est supérieur ou égal à 0. Or, f est pair sur moins 2 pi de pi. Donc, pour tout x appartenant à moins 2 pi 0, eh bien, f de moins x égale f de x. Mais si x appartient à moins 2 pi 0, eh bien, ça veut dire que moins x, lui, il appartient à 0 de pi. Or, moins x appartient à 0 de pi. Donc, f de moins x est positif. Ça, c'est d'après ce qu'on vient de montrer juste avant. Hein. C'est ça, c'est d'après ça. Donc, moins x appartenant à 0 de pi, f de moins x est positif. Et donc, je peux en conclure que pour tout x appartenant à moins 2 pi 0, comme f de x, bah, c'était pareil qu'f de moins x. Si f de moins x est positif, eh bien, ça veut dire qu'f de x est positif. Donc finalement, f de x est positif pour tout x appartenant à moins 2 pi 0, mais aussi pour tout x appartenant à 0 de pi. Donc je peux en conclure que f est positive sur
moins 2pi, 2pi. Voilà pour cette question 3C. Alors, question 4. On nous dit, afin de placer une cloison étanche dans la coque, on souhaite calculer l'aire du domaine assuré en bleu sur le graphique suivant, qui représente la surface que doit couvrir la cloison étanche. Voilà, donc l'aire qui est assurée ici. Petit a, expliquez pourquoi l'aire du domaine assuré en bleu vaut en unité d'aire grand A égale 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de 2pi carré moins f de x dx. Bref, je vais le réécrire sur le tableau. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aire qui est assurée en bleu, eh bien, c'est l'aire qui est située entre deux courbes. C'est l'aire qui est située entre la courbe qui est ici la courbe représentative de la fonction constante qui a pour expression g de x égale la hauteur de la coque. Donc, je vous rappelle, la hauteur, c'était 2pi au carré. Donc, finalement, c'est l'aire entre cette courbe bleue et la courbe CF. Pour avoir cette aire, eh bien, on peut prendre l'aire qui serait entièrement en dessous de la courbe bleue, qui formerait ici un rectangle. Et à cette aire, retirer l'aire qui est sous la courbe CF. En retirant l'aire qui est sous la courbe CF à l'aire du grand rectangle, eh bien, on trouverait l'aire qu'il nous reste, c'est-à-dire l'aire assurée en bleu. Donc déjà, c'est ça dans l'idée. Donc pour trouver l'aire qui est ici, eh bien, on peut commencer par dire qu'il faut faire la différence entre l'aire complète du rectangle avec l'aire sous la courbe de f. Alors, comment on noterait ça? Alors, vraiment, vous avez deux écoles. Pour le voir, c'est soit on fait vraiment la soustraction des aires, soit on commence par faire la soustraction des expressions des fonctions. Allez, moi, je vais faire avec les aires, puisque je viens de vous raconter l'histoire du grand rectangle et de l'aire sous la courbe rouge. Alors, le grand rectangle, si je veux exprimer son aire, alors certes, je pourrais faire uniquement longueur fois largeur, mais si je veux le voir comme une intégrale, puisque c'est un petit peu ça qui est ici, eh bien finalement, je vais dire que c'est la fonction qui vaut 2pi carré qui est intégrée sur l'intervalle moins 2pi, 2pi. Donc en fait, l'aire du grand rectangle, c'est l'intégrale de 2pi au carré pour x variant de moins 2pi à 2pi. Et à ça, il faut retirer l'aire sous la courbe, donc de moins 2pi à 2pi, de f de x dx. Donc l'aire sous la courbe, c'est f. Donc là, on n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Là, on a une seule intégrale. Mais il y a aussi les bornes. Là, on va de 0 à 2pi. Alors là, pour l'instant, on est de moins 2pi à 2pi. Bon, il se trouve qu'ici, ça, c'est une constante. Donc, vous voyez, quand on parle du grand rectangle ici, en fait, ça fait 2 fois l'aire de ce rectangle-là. Donc, ça veut dire que plutôt que d'intégrer de moins 2pi à 2pi, je pourrais intégrer simplement de 0 à 2pi, et puis multiplier par 2 pour avoir l'aire du grand rectangle. Donc, finalement, je peux dire que ça fait 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de 2pi carré dx. Moins. Eh bien, pour f, c'est exactement la même chose. Si vous voulez intégrer f entre moins 2pi et 2pi, eh bien, comme vous savez que f est une fonction qui est paire, eh bien, c'est pareil. L'aire qui va se trouver sous la courbe de ce côté-là sera égale à l'aire qui va se trouver sous la courbe de ce côté-là. Donc ça, c'est la parité de f qui me permet de le dire. Donc, moins 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx. Et ça, à côté, on va mettre car f est paire sur moins 2pi, 2pi. Alors, vous auriez pu également mettre que la fonction constante qui vaut 2pi carré tout le temps est paire sur moins 2pi, 2pi pour justifier que vous découpiez comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il va nous rester à factoriser par 2. Donc ici, ça nous donne 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de 2pi au carré dx moins l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx. Et maintenant, par linéarité de l'intégrale, quand j'intègre deux fonctions sur un même intervalle, eh bien, je peux tout simplement
dire que c'est l'intégrale de la différence de ces deux fonctions. Donc ça donne 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de je fais la différence entre 2pi carré moins f de x dx. Et je suis arrivé au résultat qui m'était demandé. Donc vraiment la clé, c'est la parité de la fonction qui permet de modifier les bornes. Et ensuite, c'est de bien avoir compris ce que c'est que l'aire entre deux courbes. Alors il y aura des élèves parmi vous qui auront directement démarré en faisant, donc là je vais écrire l'autre méthode, directement démarré en disant que finalement on pouvait intégrer directement la différence des deux fonctions. Voilà. Et que cette fonction, comme celle-là était paire, le tout va être pair, et que du coup, vous pouvez dire que ça fait 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de cette différence, ça fonctionne aussi. Donc c'est un tout petit peu plus rapide. Et donc la parité, voilà, c'est la parité de 2pi carré moins f. Question B. Dans la question B, on doit montrer que finalement, on peut encore modifier cette écriture pour obtenir 8pi sur 3 moins 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx. Alors, eh bien, pour arriver là, pareil, hein, c'est beaucoup ça dans les exercices, dans ce genre d'exercice en mathématiques, c'est il faut regarder un petit peu la réponse qu'on attend de vous, la comparer à ce que vous avez pour le moment et essayer de passer de l'une à l'autre. Alors là, vous voyez ici, je vois que j'ai 2pi carré moins f de x dans l'intégrale. Là, c'est plus le cas, il n'y a plus que f. Donc bon, on devine que en fait, on a découpé l'intégrale par linéarité, en fait, qu'on a fait un petit peu l'inverse de ce qu'on avait fait tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, dans la question d'avant, j'avais décidé de vous expliquer en parlant de l'aire du grand rectangle, et donc d'abord de séparer deux intégrales, mais qu'en fait, l'exercice, il avait l'air plutôt construit pour intégrer la différence entre les deux fonctions. Voilà. Pourquoi il était plutôt construit comme ça? Je l'avais construit comme ça parce que pour moi, il faut vraiment que vous compreniez que faire la différence entre deux aires, ça revient à intégrer une différence. Voilà. Voilà. Donc, on y va. On redécoupe. Ça donne donc 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de 2pi carré dx moins 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx. Alors, vous pouvez préciser que c'est par linéarité. Moi, dans la mesure où j'avais signalé avant que j'avais déjà utilisé la linéarité, je n'ai pas besoin de le signaler à chaque fois non plus. Ensuite, ça nous donne du coup 2 fois. Alors ici, il faut que je trouve une primitive de 2pi au carré. Ou alors, juste, vous pouvez raconter que c'est un rectangle et que du coup, la hauteur, c'est 2pi au carré et la largeur de votre rectangle, bah, c'est de 0 à 2pi, donc c'est 2pi. Sinon, vous intégrez, vous dites qu'une primitive d'une constante, bah, c'est la constante fois x. Moins 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx. Toujours pareil, je garde un œil sur ce que je veux montrer. Je vais arriver à ça, donc j'ai toute cette partie-là. Il ne reste plus qu'à prouver que ça, en fait, ça fait 8pi sur 3. Bon, on y va, ça devrait le faire maintenant. Hein. Donc on remplace par la borne qu'on a au-dessus. Donc ça fait 2 fois, donc 2pi carré fois, je remplace par la borne du haut, 2pi, moins 2pi carré fois, borne du bas, 0. Moins 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx. Voilà, donc ça donne quoi? Ben ça donne, alors ça donne 0, hein, ça va sauter. Ici, je me retrouve avec 2 fois 2, donc 4, fois 2, 8, pi au carré fois pi au cube. Moins 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx. Et donc, on a l'aire qui vaut ce qui nous était annoncé par l'énoncé. Et ça va nous permettre de passer à la question suivante, la question 4C. La question 4C, ben, on a encore une modification d'écriture de notre R grand A, là. Donc, elle est égale à 16 pi cube sur 3 moins l'intégrale de 0 à 2pi de x sinus x dx. Voilà ce qu'il faut montrer. Voilà. Alors, on va arriver à ça. Nous, on a démontré ça dans la 4B. Alors, toujours pareil, on essaie de comparer pour essayer de se donner une petite direction. Ici, je vois que j'ai des pi, des quelque chose. Bon, là, j'ai encore des pi, des quelque chose. Pourquoi pas, ok. Et là, ici, je me rends compte que j'avais f. Là, je me retrouve avec du x sinus x. Alors, on se dit, bon,
x sinus x, c'est pas la première fois qu'on le voit dans l'exercice, c'était dans l'expression de f. Donc peut-être que juste en remplaçant f par son expression et f de x par son expression, eh bien, on devrait s'en sortir. Donc j'essaye. 8pi sur 3, moins 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi, puis je remplace f de x par son expression donnée dans l'exercice. Donc c'est 1 demi de x sinus de x plus x au carré, je vous rappelle, hein. Donc dx. Là, je vois apparaître ce que je veux. Problème, j'ai des petites choses parasites. Bon, j'essaie d'avancer un petit peu. Je me rends compte que là, je me retrouve avec une constante qui multiplie une fonction dans une intégrale. Je sais que par linéarité, la constante va pouvoir sortir de l'intégrale, puisqu'elle est bien en facteur de tout le monde. Hein. D'accord ? Donc du coup, ça va faire 2 fois 1 demi fois l'intégrale de 0 à 2pi de x sinus de x plus x au carré dx. Je commence à y voir un tout petit peu plus clair ici, que je vois que j'ai 2 fois 1 demi, donc 2 fois 1 demi ça fait 1, donc ça se neutralise. Donc j'obtiens 8pi cube moins l'intégrale de 0 à 2pi. Et là je me rends compte qu'ici j'ai une somme. Et donc par linéarité de l'intégrale, eh bien si mes deux fonctions sont bien intégrales, eh bien je peux découper ici mon intégrale en deux intégrales. Et donc attention, hein, soit vous mettez des grandes parenthèses ici avant de découper, et du coup ça fait cette intégrale plus l'autre. Comme ça. Soit vous décidez de ne pas mettre les parenthèses, mais dans ce cas-là, le moins il faut le distribuer, et du coup, vous arrivez à ça. Et alors là, on voit apparaître déjà ça, on l'a ici, donc on ne va plus y toucher. Mais par contre, ça, on n'en veut plus. Donc ça, il va falloir la calculer, cette intégrale, et c'est certainement ça qui va venir compléter le 8pi cube pour faire le 16pi cube sur 3. On essaye. Alors, on se demande, est-ce qu'on a une primitive de x au carré? Eh bien oui, vous devez connaître ça par cœur. Vous avez x3 sur 3, pris du coup entre 0 et 2pi, moins l'intégrale de 0 à 2pi de x sinus x, qui va rester là jusqu'à la fin, puisque je vous rappelle que je le veux dans le résultat. Ici, du coup, je remplace par la borne du haut, donc ça fait 8pi cube, moins, je remplace par la borne du haut, donc 2pi au cube sur 3, je sais pas pourquoi je commence à mettre des cubes là, fatigue, moins 0 au cube sur 3. Et à ça, je retire l'intégrale de 0 à 2pi de x sinus x dx. Voilà, et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à finir mes petits calculs. Alors, je vais décaler un petit peu le tableau pour qu'on puisse y voir quelque chose. Et du coup, ça nous donne 8pi cube. Là, ça va me donner moins 2pi cube sur 3, 2pi au cube, pardon, sur 3. Donc 2 au cube, ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc ça fait 8pi cube sur 3. Là, ça donne 0. Moins l'intégrale de 0 à 2pi de x sinus x dx. Et alors là, vous n'avez plus qu'à calculer 8pi cube moins 8pi cube sur 3. Donc finalement, ça va vous donner 2pi cube sur 3. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que je raconte moi? Donc 8pi cube sur 3, ça va faire 2 tiers de 8pi cube. Donc ce qui va vous donner 16pi cube sur 3. Donc 16pi cube sur 3, moins la fameuse intégrale de 0 à 2pi. Alors je suis désolé, j'ai vraiment plus beaucoup de place. De x sinus x dx. Voilà, donc juste en calculant ça, moins ça, on obtient ça, moins l'intégrale qui était ici. Donc on a bien obtenu ce qu'on nous demandait dans cette question. On peut passer à la dernière question. Allez, courage, dernière question. À l'aide d'une intégration par partie, montrer que finalement l'air vaut 16pi cube sur 3 plus 2pi. Donc ça veut dire 16pi cube sur 3 c'est là, donc plus 2pi, donc il faudrait montrer que ça vaut moins 2pi. Bon, il va falloir faire une intégration par partie, on nous l'a dit, donc c'est ce qu'on va faire. Alors quand vous avez un polynôme fois un sinus ou fois un cosinus,
Eh bien, dans la formule d'intégration par partie, la fonction à dériver, c'est le polynôme. Comme ça, vous êtes sûr que dans la nouvelle intégrale, il ne sera plus là. Donc, du coup, il faudra intégrer sinus de x. Donc, on pose pour tout x appartenant à 0,2 pi, pas besoin d'aller voir ailleurs, eh bien, on va dire que u' de x, c'est le sinus. Donc, ça, on va primitiver. Et v de x, c'est x. Donc, ça veut dire que u de x, eh bien, primitif de sinus de x. Alors, vous vous souvenez, le petit cercle trigo, là, sinus de x, primitif de sinus de x. Donc, on remonte le temps, sens inverse de l'aiguille d'une montre. Et on se retrouve ici à moins cos de x. Donc, ici, c'est moins cos de x. Et ici, on a du coup v' de x qui va être égal à 1. Dérivé de x, c'est 1. On applique la formule d'intégration par partie. Donc, je vous le rappelle, hein, c'est l'intégrale de u'v. Alors, je marque ça très mochement. Hein, c'est uv, la primitive, donc entre crochets, moins l'intégrale de uv'. Donc, ça nous donne quoi? Bien, ça nous donne que l'air, là, ça vaut 16 pi cube sur 3 moins. Et donc, ça, on fait l'intégration par partie. Donc, ça, c'est ça. Donc, je remplace par, si vous voulez, on met des grandes parenthèses au départ. Donc, dans mes crochets, u fois v, donc ça fois ça. Donc, ça fait moins x cos x, que je vais prendre entre 0 et 2pi. Et il faut que je retire l'intégrale de 0 à 2pi de uv', donc de moins cos x fois 1, donc de moins cos x, dx. Je ferme la parenthèse. Voilà, l'intégration par partie est finie. Maintenant, c'est juste à finir les calculs. Donc, on a 16 pi cube sur 3, moins, entre parenthèses, je vais garder les parenthèses jusqu'au bout. Hein. Ici, j'ai ma primitive que je vais devoir prendre en 2pi. Donc, ça fait moins 2pi cos de 2pi, moins tout ça avec 0 à la place de x, donc moins 0 cos de 0. Alors ça va pas tarder à sauter hein, avec le 0 qui est là. Et ensuite, ici, je me retrouve avec, alors soit vous primitivez moins cos x, soit vous commencez par sortir le moins de l'intégrale. Si vous primitivez moins cos x, c'est pas très compliqué. Moins cos x, il est par là. On a dit si on primitive, on remonte le temps. Donc, c'est moins sin x. Voilà, donc à vous de voir. Moi, si je veux gagner un tout petit peu de temps, je primitive moins cos x. Ça me fait moins sin x. Hop, entre 0 et 2pi. Voilà, est-ce que je ne me suis pas trompé dans tous mes trucs là? Ça a l'air d'aller pour l'instant. Du coup, je vais me rendre compte à la fin, je vais me rendre compte que je vais devoir tout recommencer. Alors ça donne 16 pi cube sur 3. Ensuite, alors là j'ai moins 2pi cos de 2pi. Donc je vais dire que ça fait plus 2pi. Et le cosinus de 2pi, je fais mon petit cercle trigo. 2pi il est représenté par le point qui est là. Sur le cercle, le cosinus vaut 1. Donc ça fait 2pi fois 1. Voilà, donc moins par moins, plus 2pi fois cos de 2pi qui vaut 1, donc 2pi fois 1. Ensuite, ici, j'ai 0 fois cosinus de 0. Alors cosinus de 0, certes, ça vaut 1, mais de toute façon, c'est fois 0. Donc tout ça, ça s'en va. Donc maintenant, j'en suis à moins par moins, donc plus. Et il va falloir du coup que je m'amuse avec ma primitive ici. Donc moins sinus de x appliqué à 2pi, donc ça donne moins sinus de 2pi, moins, donc là j'ai remplacé par 2pi, et à ça je dois retirer la primitive où j'ai appliqué en 0. Donc moins sinus de 0. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mes signes. Donc ça donne 16 pi cube sur 3 plus 2pi. Et là, je me retrouve avec sinus de 2pi.
Sinus de 2π, pour rappel, le point qui représente 2π, il est là. Le sinus est l'ordonnée de ce point, l'ordonnée de ce point vaut 0. Et le sinus de 0, c'est pareil. Si l'angle c'est 0, le point qui représente l'angle 0 sur le cercle trigo, il est là. L'ordonnée c'est 0 aussi. Donc ça vaut 0, ça vaut 0. Donc en fait, j'ai le résultat qui est déjà marqué là, qui est 16 pi cube sur 3 plus 2π. Et donc ici, on est en unité d'air. Alors l'unité d'air, c'est quoi? Et bien du coup, puisque l'unité sur le graphique, c'était le mètre, et bien en fait, ça va être des mètres carrés. Voilà. Alors, on nous disait d'interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. C'est que la surface de la cloison étanche sera de 16 pi cube sur 3 plus 2π mètres carrés. Voilà, on a fini. Donc, vous avez vu, c'est quand même assez calculatoire, mais ça fait intervenir toutes les propriétés de l'intégrale. Si vous arrivez à faire ce sujet, très honnêtement, c'est que vous êtes quand même au point. Les seules choses qui ne sont pas abordées dans ce sujet, c'est la périodicité éventuelle du cosinus ou du sinus. Voilà. Mais sinon, il y a quand même de la parité, ce qui est relativement rare dans les sujets de bac. Et ensuite, vous avez tous les codes d'un sujet de bac là-dedans. N'hésitez pas à vous entraîner sur les autres sujets disponibles, allez voir, fouiller, et puis entraînez-vous. Allez, à bientôt!